La raison principale pour laquelle les gens achètent du Bitcoin, c'est d'abord, c'est rentable pour le PSG typiquement de dire qu'ils vont mettre une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Mais est-ce que tu vas le faire dans un moment où les cours seront baissiers? Je pense que c'est là qu'on va voir qu'il y a des vraies convictions. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que toutes les entreprises crypto ne sont pas vouées à devenir des banques? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait une hyper-bitcoinisation du monde, il faudrait que tout le monde utilise Bitcoin. Le scénario le plus probable, c'est plutôt qu'on soit dans... Est-ce que le fait d'avoir fait un exit, ça a changé ton approche de l'investissement? Je vais dire un truc qu'on n'entend pas beaucoup dans la crypto. Et si tout avait commencé par un simple PDF de Satoshi, à une époque où personne, ou presque, ne croyait au Bitcoin? Elle a plongé, pas par opportunisme, mais par conviction. Claire Balva est une des toutes premières voix françaises à défendre la blockchain, quand ce mot ne faisait peur à personne parce qu'il ne disait encore rien. Cofondatrice de Blockchain Partner, rachetée par KPMG, ancienne directrice blockchain dans un Big Four, elle travaille aujourd'hui à bâtir une banque crypto. Mais que reste-t-il de ses convictions après 10 ans dans les cryptos? Et surtout, est-ce qu'on peut encore croire à un futur pour Bitcoin, quand même le Crédit Agricole y voit une illusion? On a parlé de cash out, d'échecs, de croyances qui s'effondrent et de celles qui résistent. Bienvenue dans une conversation sans filtre avec une pionnière qu'on écoute trop peu. Claire Balva, avant, maintenant et après. Salut Claire, bienvenue sur la chaîne. Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, avec plaisir. Donc en 2021, Blockchain Partner intègre KPMG. Est-ce que déjà tu peux un petit peu nous parler des coulisses de ce moment lors de la sortie? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont confidentiels, mais Ouais. la négociation avec KPMG a duré beaucoup plus longtemps que prévu, en fait, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu le Covid Ouais. entre le moment où la négociation a commencé et le moment où elle s'est terminée. Donc, ça a été une période très difficile, très longue pour nous en tant que dirigeants, ouais. pour nos salariés aussi. Mais bon, finalement, ça s'est quand même fait, et je pense qu'on a eu raison de le faire parce que KPMG derrière nous a vraiment apporté des missions plus grandes, plus stratégiques que ce qu'on avait avant. Le truc qui était pas évident quand tu arrives chez KPMG, c'est déjà bien sûr l'aspect grande boîte, alors que toi tu as un ADN très start-up. Ouais. Et puis aussi le fait que KPMG, ils ne sont pas juste dans le monde du conseil, ils sont aussi dans le monde de l'audit. Et tu ne peux pas faire du conseil pour les boîtes que tu audites. Et donc mécaniquement, quand toi tu arrives avec un portefeuille de clients, y a des clients auxquels tu dois renoncer, parce que KPMG est commissaire aux comptes. Ah oui. Voilà. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que la transition, elle n'était pas évidente. Ouais. Et ça a mis, je dirais, 6 mois pour que finalement les choses s'embrayent bien, que ça soit rentable, que KPMG nous apporte des grosses missions. Donc voilà, il y a eu ces 6 mois de latence, mais ensuite ça s'est bien passé et je crois que l'équipe aujourd'hui qui est toujours chez KPMG a des très belles missions en ce moment. Est-ce que le fait d'avoir fait un exit, ça a changé ton approche de l'investissement ou des cryptos? Déjà, ça m'a donné un petit peu d'argent. Alors, beaucoup moins d'argent que ce que la plupart des gens pensent. Je sais que dès qu'on passe derrière des caméras, on a toujours l'image de quelqu'un qui est super riche, mais c'est pas forcément le cas. Mais le truc, c'est que quand on était entrepreneur, on se payait très peu, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on aurait pu aller chercher en tant que salarié. Moi, j'étais locataire, je vivais dans un petit studio, j'étais moins payée que la plupart de mes salariés. Et donc forcément, quand derrière on arrive chez KPMG et que on touche un peu d'argent en arrivant et qu'on a des salaires qui doublent ou qui triplent, ça donne une respiration. Et donc, en fait, c'est pas juste que ça change de l'investissement, c'est que ça permet l'investissement parce qu'avant il n'y en avait pas. Donc, voilà. Ok, super. Tu disais que ça avait apporté d'autres types de clients. Est-ce que tu as des moments où tu prends un peu de recul et tu te dis comment les choses se seraient passées si finalement on n'avait pas revendu et on avait continué de façon autonome? En fait, on s'est posé la question à l'époque. Parce que quand tu as une offre sur la table, que la négociation en plus est un peu dure parce qu'il y a le Covid, etc., forcément, on s'est dit, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je pense que si on n'y était pas allé, il aurait fallu qu'on prenne des décisions un peu difficiles pour l'entreprise en termes de restructuration. Parce qu'en fait, comme toutes les boîtes de conseil, après le Covid, je pense qu'on aurait dû licencier certaines personnes, on n'avait pas envie de le faire. Et en plus de ça, je crois qu'on avait fait le tour un peu de notre aventure entrepreneuriale. Et qu'on était arrivé à un chouette niveau, on avait des jolies missions, mais on plafonnait, tu vois, on vendait des prestations à des directions innovation. Mais dès qu'il s'agissait d'aller vraiment faire des missions plus stratégiques pour des grosses boîtes, en fait, on n'était pas assez vieux, on n'avait pas un assez gros logo, un assez gros nom d'entreprise, et donc on avait besoin, je pense, de cette marge supplémentaire. Donc, en fait, parfois, je me pose la question, mais honnêtement, j'ai aucun regret sur cette décision, parce que je pense que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour nous. Tu fais partie aujourd'hui des principales voix en France sur Bitcoin et les cryptos. Ça fait maintenant presque 10 ans que tu travailles dans l'écosystème. Qu'est-ce qui a tenu et qu'est-ce qui en fait s'est effondré par rapport à pendant toutes ces années?
Il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont effondrées. Hein. L'écosystème est devenu un secteur, en fait, ça s'est vachement enrichi. En fin 2015, quand on allait dans des meet-up, en fait, on était 15, et il y avait des bitcoiners maximalistes. Tu vois, 2015, c'était le tout début d'Ethereum. Ouais. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y avait rien, tu vois, il n'y avait pas de token, il n'y avait pas de smart contract, c'était très roots, tu vois, c'était très geek. Et il y avait la maison du Bitcoin à l'époque quand même. Mais donc, en fait, en 10 ans, l'écosystème s'est structuré. Il y a des entreprises qui ont levé des fonds, il y a des boîtes qui sont devenues des licornes, il y a eu plusieurs hypes, il y a eu plusieurs bull runs. Et donc, à chaque bull run, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à la crypto, qui se sont dit « Tiens, je vais aller travailler là-dedans, c'est intéressant ». Et donc, en fait, en 10 ans, il y a eu beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'entreprises. Il y a eu des progrès technologiques, il y a eu aussi des beaucoup plus gros problèmes qu'avant, avec des boîtes qui ont fait faillite. La réputation du secteur, je ne suis pas sûre qu'elle se soit beaucoup améliorée en 10 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font de la crypto. Mais si tu veux, moi, quand il y a 10 ans, j'arrivais dans une soirée et je disais que j'étais dans la crypto, on était genre « Ouais, bon, c'est rigolo ton truc ». Mais aujourd'hui, j'ai des réactions qui sont beaucoup plus forte parce que le sujet parle aux gens et c'est pas toujours positif. C'est-à-dire parfois il y a des gens qui sont fascinés et parfois il y a des gens qui d'un coup ont beaucoup moins envie de me parler. Tu vois. Donc il y a un peu de tout, mais en tout cas c'est un secteur qui clive et qui a gagné en notoriété sur les 10 dernières années. Ouais. Donc il y a beaucoup plus aussi, je pense, de contenu qu'avant. Mais pourquoi aujourd'hui la crypto fait encore peur à la plupart des gens en 2025 ? Déjà parce que c'est compliqué. Ouais. Et donc comme n'importe quel sujet qu'on comprend pas, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on va se faire avoir, que la personne en face, elle en sait plus que nous, etc. Ça fait peur aussi parce que, intrinsèquement, c'est quand même une monnaie ou des monnaies qui peuvent sortir de l'État. Et donc, ça change un peu le rapport qu'on a à la monnaie qui est un outil du quotidien. On a peur aussi que si la monnaie sort de l'État, ça affaiblisse l'État. Et donc, l'État, c'est quand même un gros repère pour beaucoup de gens en termes de stabilité. Donc ça, je pense que ça effraie. Et puis après, il y a un aspect réputationnel qui est lié à tous les scandales qu'il y a eu. Tu vois, alors, je pense notamment à FTX, mais honnêtement, c'est très loin d'être le seul. Au traitement médiatique sur le sujet, où on parle encore beaucoup de... Alors là, récemment, on a parlé de kidnapping, mais même avant de parler de ça, tu vois, on parlait d'activités criminelles sur le sujet crypto, on parle d'écologie. Donc il y a quand même... Je pense beaucoup de sujets qui sont négatifs sur la crypto. Et donc, si je suis Monsieur Michu et que je mets ma télé et que tout ce que j'entends sur la crypto, c'est ce qu'a dit le JT de TF1 ou le JT de France 2, clairement, j'ai pas une super bonne image de la crypto. Et aujourd'hui, tu considères Bitcoin comme un outil patrimonial, un actif technologique ou même un outil politique ou autre chose ? Un peu tout. En fait, Bitcoin, moi je dis souvent, c'est un actif protéiforme. Ouais. C'est-à-dire que ça peut servir à plusieurs choses. C'est à la fois un actif qui a une prétention de réserve de valeur, ça peut être un outil de paiement, c'est notamment utile pour le paiement à l'international. Ça a plusieurs fonctions. C'est aussi un outil politique, hein, quand si vous êtes censuré du monde bancaire et du monde du paiement, finalement c'est un outil qui permet de vous raccrocher à un monde économique et à un fonctionnement économique. Donc il y a plein d'utilités à Bitcoin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, si on est très honnête, en France et dans les pays, on va dire dans les pays riches, la raison principale pour laquelle les gens achètent du Bitcoin, c'est d'abord dans un objectif de rendement qui peut être court ou long terme. Et alors ça peut être aussi un petit peu pour de l'usage. D'ailleurs, j'étais surprise, j'ai vu qu'il y avait une étude de la BCE qui était sortie qui disait que 25% des utilisateurs de crypto avaient déjà utilisé leur crypto pour du paiement. Moi, je trouvais ça énorme. Mais écoute, c'est le sondage de la BCE, donc on ne va pas forcément le remettre en cause comme ça. Mais en tout cas, je pense que l'usage va être amené à se développer parce que les personnes qui investissent dans la crypto vont avoir envie d'en faire quelque chose. Mais aujourd'hui, dans les pays dans lesquels on utilise vraiment les cryptos et notamment Bitcoin, voilà, c'est pas la France en premier lieu, quoi. Non, c'est très utilisé dans une logique de réserve de valeur. Ce chiffre de la BCE me paraît énorme, mais est-ce que tu le vois prendre une place plus importante dans le use case des paiements ? Alors Bitcoin en tant que tel, oui, mais pas tant que ça, honnêtement. Okay. Je pense par contre que les stablecoins vont devenir des outils de paiement de plus en plus importants. Et je pense que petit à petit, toutes nos infrastructures bancaires vont passer sur des grandes blockchains publiques comme Ethereum. Et donc demain, toi comme moi, on utilisera l'euro, peut-être même dans les mêmes applications qu'aujourd'hui, mais ce qu'il y aura derrière, ce seront des stablecoins. Là, il y a une énorme progression, une financiarisation de Bitcoin et des cryptos. Tu le vois comment, l'arrivée de ces géants comme BlackRock, des ETF, justement par rapport à la thèse d'origine de Bitcoin ?
Alors par rapport à la thèse d'origine, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais que beaucoup de gens vont dire la finance traditionnelle s'empare de Bitcoin, etc. Alors certes, oui, il y a des gens financiers qui achètent beaucoup de Bitcoin, mais ça ne change pas la promesse technique elle-même. Alors ça fait peut-être monter le prix, il y a des gens qui du coup en achètent via ces moyens-là, mais par rapport à la thèse d'origine, ça ne change pas grand-chose. La seule chose peut-être qui change, mais ce n'est pas spécialement lié à BlackRock, c'est que plus Bitcoin devient connu, plus il est surveillé. Et donc forcément, voilà, en 2010-2012 par exemple, je pense que c'était beaucoup plus facile d'avoir des activités illicites sur Bitcoin parce que c'était très peu surveillé. Aujourd'hui, c'est devenu franchement compliqué. Et donc je pense que cette surveillance qui s'est accrue sur le réseau Bitcoin, peut-être qu'elle change quelque chose par rapport à l'objectif d'origine qui était de créer une monnaie qui préserve la vie privée. Et aujourd'hui, même si techniquement, voilà, tu n'es que pseudonyme sur la blockchain Bitcoin, je pense que ça devient compliqué pour le commun des mortels de préserver complètement sa vie privée sur Bitcoin. Il faut quand même un peu de compétences techniques. Ah oui, c'est-à-dire l'utiliser des mixeurs ou être. En fait, il faut utiliser autre chose que Bitcoin. En fait, je pense qu'il y a plus pratique que Bitcoin si tu veux complètement préserver ta vie privée. Et donc, si les stablecoins deviennent très utilisés pour les paiements, Bitcoin sera-t-il condamné en fait à être un outil spéculatif ou ça pourrait aussi avoir d'autres usages comme la monnaie ou autre? Et Bitcoin n'est pas juste un outil spéculatif. Et c'est pas parce que c'est pas utilisé massivement pour du paiement que c'est juste un outil spéculatif. En fait, la spéculation dans le vide, ça marche un temps. Mais ça marche pas ad vitam aeternam. Et donc, si les gens continuent à spéculer ou à investir sur Bitcoin, c'est quand même qu'ils croient dans une forme de promesse. Et cette promesse, si jamais Bitcoin n'est pas largement utilisé pour les paiements, c'est plus d'en faire un outil politique, un outil de résistance à la censure, ce qui a une valeur en soi. Tu vois, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait une hyper-bitcoinisation du monde, il faudrait que tout le monde utilise Bitcoin. Bon, c'est un scénario, mais le scénario le plus probable, c'est plutôt qu'on soit dans un monde de concurrence des monnaies, où tu as des stablecoins ici, peut-être des monnaies numériques de banque centrale ailleurs. Tu as des outils de paiement qui sont différents selon les régions du monde, et Bitcoin qui incarne une sorte d'outil de résistance à la censure de manière mondiale. Et qui du coup est aussi un outil spéculatif, parce qu'effectivement les gens croient dans cette promesse. Mais comme ils croient dans la promesse de l'or ou de plein d'autres actifs. Mais alors, qu'est-ce qui ferait qu'en gros, par rapport à sa valeur actuelle, il pourrait faire x10? J'entends, il reste, on va dire, il orchestre, on va dire, une concurrence des monnaies, il reste, on va dire, un système alternatif à la monnaie, mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait faire que sa valeur va faire encore x10 sur les prochaines années, prochaines dizaines d'années? Je ne suis pas sûre que la valeur de Bitcoin par rapport, on va dire, à un panier de courses, par exemple, tu vois, elle augmente, elle fasse x10, peut-être qu'elle augmentera parce qu'effectivement, les gens seront plus au courant de ce que c'est que Bitcoin, etc. Mais je ne suis pas sûre que ça soit multiplié par 10. En revanche, sa valeur par rapport à l'euro, j'ai pas trop de doute effectivement sur le fait qu'à long terme, elle va avoir tendance à augmenter parce que la valeur de l'euro a plutôt tendance à baisser. Ah ouais, et ce aussi pour toutes les autres monnaies d'État, quoi. Toutes les autres monnaies d'État qui sont gérées de la même manière que l'euro. Après, je ne connais pas toutes les monnaies. Oui, bien sûr. Voilà, ou les principales monnaies d'État. Ouais. Là, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler des stablecoins, des RWA, de la DeFi. Qu'est-ce qui, pour toi, en plus de Bitcoin, a vraiment de la valeur ou va en prendre dans les années à venir? Tu es en train de me demander ce qu'il faut acheter là. Bah non, ouais, justement. Mais alors, je vais pas faire de conseil en investissement. Mais alors, je vais dire un truc qu'on n'entend pas beaucoup dans la crypto. Trop bien. Moi, je trouve qu'il ne faut pas rester focus juste sur de la crypto. Tu vois, quand on a envie si on a un peu de patrimoine et qu'on veut investir, ne faut pas se dire, attends, je vais acheter que du Bitcoin et 3% d'Ether et 2% de Solana, quoi. Je pense que c'est quand même bien de répartir un peu ces investissements et voilà, c'est sain aussi d'essayer de, je sais pas, s'acheter un appartement, d'investir un peu dans l'or ou dans des actions. Et je trouve que ça permet d'avoir un patrimoine plus équilibré. Et je sais que dans la crypto, souvent, il y a des gens qui aiment bien être un peu monomaniaques, tu vois, et acheter que de la crypto. Et moi, je crois beaucoup dans la crypto, mais je trouve que c'est assez risqué quand même. Ouais, c'est pas mal de réaliser ses projets de vie aussi. Exactement, voilà. Et puis, c'est bien aussi de se sortir la tête des sujets crypto et d'aller voir un peu ce qu'il y a à côté. Et surtout quand tu travailles dans le secteur, tu en détiens, ça fait beaucoup. C'est un peu intense. Et justement, de voir un peu donc, ton mouvement et maintenant de travailler pour une banque, comment toi tu vois l'avenir donc justement des services crypto avec les services financiers et les services bancaires? On s'oriente vers une grande hybridation. Aujourd'hui, on le voit avec même des acteurs du paiement qui rachètent des acteurs crypto. Il n'y a pas encore énormément de gros M&A, donc fusion-acquisition,
sur le sujet, mais ça arrive un peu quand même. Tu vois, on voit Bitstamp qui a été racheté par Robinhood, donc ça arrive petit à petit, mais je trouve que les banques européennes sont quand même très lentes. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit arriver sur le marché européen des acteurs américains qui vont proposer des services très vite, alors que même les grandes banques européennes vont tarder à proposer ces services. Donc pour moi, on s'oriente vers une hybridation, mais j'ai peur que cette hybridation par les acteurs européens, elle soit très lente. Et donc on ait une forme de retard dans notre souveraineté numérique sur le sujet crypto. Et après, moi, à l'instant, je voyais aussi de l'autre côté voir des géants de la crypto. Donc là, on a eu Coinbase, Circle qui sont rentrés en bourse, mais qui peuvent donc acheter des licences bancaires et après aussi proposer sinon d'autres services bancaires pour venir en concurrence. Bien sûr, je pense que ça, en fait, on va avoir plusieurs années, voire plusieurs décennies, où on va avoir des infrastructures qui vont coexister. C'est-à-dire qu'on va avoir les vieilles infrastructures bancaires qui vont coexister avec les blockchains publiques et les cryptos. Et on va avoir tous les produits financiers traditionnels qui vont arriver sur la crypto. Donc, je sais pas, on parle beaucoup du crédit Lombard en ce moment, mais de manière générale, les prêts, les assurances vont arriver aussi sur les infrastructures crypto. Et donc, je pense que cette transition d'un point de vue, même d'ailleurs d'un point de vue informatique pour les acteurs financiers, ça va être un vrai casse-tête parce qu'il va falloir faire communiquer ces infrastructures entre elles et parce que du coup, les vieux acteurs vont se retrouver avec, on appelle ça un legacy, donc une espèce d'historique technique. Voilà, de dette technique très lourde. Et finalement, si dans 30 ans, en fait, la majorité de la finance se passe sur les infrastructures blockchain, le passage des vieilles infra aux nouvelles, il va être très dur et très coûteux à gérer pour ces acteurs-là. Donc je ne serais pas surprise qu'on assiste aussi à un grand renouveau du monde financier ou à des vieux acteurs qui essayent de rattraper le coup en rachetant des nouveaux. Mais il ne faut pas qu'ils le fassent trop tard non plus, parce que sinon tous les nouveaux seront déjà trop gros. Oui, ils payeront ça très très cher. Mais pour l'instant, les très gros acteurs, ils ont encore des très grosses ressources, surtout en France où c'est assez concentré. Ils ont des grosses ressources commerciales surtout. Enfin, ils ont une majorité de clients. Enfin, je veux dire, l'immense majorité des Français, ils ont des comptes chez Crédit Agricole, BNP Paribas, enfin toutes les très grandes banques. Alors, nous, tu vois, on est jeunes, on est dans la crypto, donc évidemment, on va être plus tentés par des néobanques. Mais je ne sais pas si on est très représentatif en fait, de la majorité des Français et de leurs épargne. Ouais, ou quitte à avoir un compte dans une néobanque et une banque traditionnelle où il y a l'emprunt immobilier ou autre chose. Exactement. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que toutes les entreprises crypto ne sont pas vouées à devenir des banques ? En fait, c'est marrant, ça me fait penser au dilemme de l'entrepreneur. Tu sais, souvent, tu veux créer une start-up parce que tu n'as pas envie d'aller bosser dans un grand groupe. Mais en fait, l'ambition de toute start-up, c'est de devenir un grand groupe. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une différence qui est que dans le monde crypto, il y a des choses qui n'existent pas dans le monde bancaire. Tu vois, je pense par exemple à la self-custody. Chez Desblocs, on propose un compte courant, mais il y a aussi un portefeuille qui est en self-custody. Donc, quelque part, on se rapproche du monde bancaire, mais on ne deviendra jamais exactement une banque comme les autres, même si on a des agréments, etc. Et je pense que c'est ça que la crypto apporte justement au monde bancaire, c'est cette faculté d'en sortir et cette espèce de backup que tu n'as pas avec les infrastructures bancaires traditionnelles. Et puis en plus de ça, tu as des boîtes crypto qui sont en dehors du monde régulé. Je sais pas, des boîtes qui font de l'analyse de données sur la crypto ou des boîtes comme Ledger qui ont, je pense, jamais vocation à devenir des banques. En tout cas, je pense pas que ce soit dans leur plan. Et donc, tu as d'autres choses dans le monde crypto que juste un monde régulé comme le monde bancaire traditionnel. Je vais te lire le message, tu as sûrement entendu, donc, du PDG du Crédit Agricole, des 10 plus grosses banques mondiales, qui disait exactement « Bitcoin vaudra moins d'1 € en avril 2025 ». Donc, c'est évidemment pas possible, c'est trop tard. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque justement dans cette logique ? Alors, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il avait fait cette espèce de post ou de prévision, mais c'était peut-être 3, 4, 5 ans avant. Et en fait, moi, je m'étais dit à l'époque, mais le pauvre, il va avoir l'air ridicule en fait, quand on va être en avril 2025. Et surtout, je m'étais dit, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de prédiction ? Alors qu'en plus, je ne pense pas que ce soit un grand expert de Bitcoin, mais c'est quand même une prédiction très très audacieuse, quoi, de dire ça vaudra moins d'1 €. Peut-être que ça voulait dire qu'il espérait que ça valait moins d'1 €. Mais surtout, je me suis dit, c'est quand même hyper risqué pour quelqu'un qui, tu vois, est à la tête d'une grande banque. Donc, pour moi, ça voulait dire deux choses. Soit, lui, il considérait que c'était pas très risqué de dire ça. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, tous ses collègues, camarades sont plutôt d'accord avec lui. Donc, la œillère générale… Et donc, ce que ça veut dire, voilà, c'est qu'il y a eu des sortes d'œillères dans tout le secteur bancaire. Ce qui, je pense, n'était pas impossible, mais peut-être un peu exagéré. Et la deuxième chose, c'est que je me dis finalement, le risque, il était quand même assez limité pour lui. Parce que c'était quelqu'un qui il était dirigeant d'une très grande banque, mais honnêtement, il était assez proche de la retraite. Et donc finalement, même s'il se plante, à la fin, il a de compte à rendre à personne. Je veux dire, si dans 15 ans, le Crédit Agricole a complètement loupé le virage des cryptos, lui, il s'en fout, quoi. Tu vois.
Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper dommage parce que souvent, les très grands dirigeants de grandes banques sont des gens qui sont assez âgés et c'est très bien parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Mais finalement, sur les sujets d'innovation, ça les rend plus frileux parce que quel intérêt ils ont à prendre un risque alors que finalement, quoi qu'il se passe, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils ne seront plus là pour en payer le prix. Ah oui, donc parce que la longueur de l'investissement, c'est tellement des horizons de temps qui sont tellement lointains que eux ne verront pas, ou en tout cas… Imagine, tu diriges une grande banque française aujourd'hui. Si tu veux prendre le virage crypto, ça va te coûter des millions, des dizaines de millions, voire plus. Quel intérêt tu as à aller investir ce montant, à aller chercher cette dépense-là aujourd'hui, sachant que c'est pas facile, tu vois, d'aller mobiliser des millions dans une banque comme ça, alors même que le retour sur investissement, il se fera quand tu seras parti à la retraite. Aucun. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient l'urgence dès maintenant. Toi, tu préfères présenter des bilans qui sont propres avec du bénéfice. Risque. Voilà. Oui, complètement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis un peu de temps à partir sur le monde des néobanques, juste au moment où en fait, ils réalisaient qu'en fait, ils perdaient beaucoup de clients, qu'il y avait de la fermeture de compte pour partir vers des néobanques ou ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, ils se sont dit, OK, là, ça impacte notre core business dès maintenant, donc on en a besoin. Et or, les cryptos, c'est un service, comme on disait, qui reste un peu parallèle et qui n'impacterait peut-être pas leur core business dès maintenant, quoi. Oui, c'est un pari long terme, bien sûr. On a beaucoup parlé donc, du rôle de Bitcoin pour les particuliers. Le Paris Saint-Germain a annoncé le jour même ou la veille d'avoir gagné la Ligue des Champions, détenir une trésorerie en Bitcoin. Comment toi tu vois ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui est très opportuniste et de communication, ou derrière il y a une stratégie d'investissement ou de placement de trésorerie? Je pense que surtout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelques personnes au sein du Paris Saint-Germain qui sont convaincues que Bitcoin va prendre de la valeur et qui ont réussi à faire porter ce message en interne. Et donc, alors je ne sais pas quelle est la proportion de leur trésorerie, peut-être que c'est 0,1%, peut-être que c'est plus. Donc en fait, c'est dur de commenter la nouvelle sans avoir les montants parce que là, c'est juste un titre dans la presse. Donc il faudrait quand même plus de détails pour savoir à quel point ils se lancent là-dedans. Mais quand même, si on veut prendre un peu de recul, moi j'ai l'impression là que ça fait 1 ou 2 ans qu'on est en bull run et donc on a énormément de nouvelles de ce type-là, avec en fait plein de boîtes qui se disent moi je vais investir ma trésorerie en Bitcoin. C'est un peu la nouvelle hype en ce moment. Et tu n'as jamais ce genre de nouvelles-là en bear market, donc dans les périodes où le cours est en berne. Et moi, ce genre de nouvelles… Ils le font peut-être, mais ils ne communiquent pas dessus en tout cas. Oui, alors c'est vrai, mais je pense qu'ils le font moins. Parce que en fait, quand les cours sont en berne, plus personne n'y croit. Alors que quand les cours montent, je ne vais pas dire que c'est trop tard pour investir, mais ce n'était peut-être pas le meilleur moment de le faire, quoi. Et donc, moi, ce genre de nouvelles, ça me fait surtout me rappeler qu'on est dans une période d'euphorie. Tu vois, quand tu as des entreprises qui commencent à communiquer sur je vais faire une ICO, ou je vais lancer une collection de NFT, ou je vais mettre ma trésorerie en Bitcoin, tu vois, c'est typiquement des signaux qui, selon si tu es en 2017 ou 2021 ou 2025, te montrent qu'on est quand même dans une période de hype, de hype médiatique, voilà, où en fait c'est rentable pour le PSG typiquement de dire qu'ils vont mettre une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Et donc, je ne veux pas dire que c'est un signal qui m'alarme, mais… moi, je ne le vois pas forcément positivement, je le vois plutôt justement comme un signe d'euphorie, peut-être un peu trop forte sur le marché. C'est-à-dire que c'est hyper facile aujourd'hui quand tu es une boîte de dire je vais mettre un peu de ma trésorerie en Bitcoin. Mais est-ce que tu vas le faire il y a 2 ans ou dans 2 ans, si dans un moment où les cours seront baissiers? Je ne sais pas, tu vois. Et je pense que c'est là qu'on va voir qu'il y a des vraies convictions. Bon, on verra s'ils partagent un moment leur wallet. Pour conclure l'échange, quel conseil tu pourrais donner à la Claire quand elle a découvert le monde des crypto-monnaies, si tu avais la capacité de revenir des années en arrière? Je me donnerais un peu le même conseil qu'à tout le monde. Je me dirais forcément que j'aurais dû en acheter plus que je n'en ai acheté et qu'il faudrait le garder un peu plus longtemps. Mais non, je pense que je me donnerais plutôt des conseils d'entrepreneur par rapport à la boîte que j'ai montée. Parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, en plus c'était ma première boîte, mais donc j'ai fait des erreurs, des erreurs de management, des erreurs de gestion. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pris trop à cœur, où j'aurais pu lâcher un peu de lest. Donc c'est plutôt ce genre-là de conseils que je me donnerais. Et puis je me dirais aussi de ne pas lâcher complètement ma vie perso. Au profit de l'entrepreneuriat. En fait, quand tu montes une boîte, tu fais que ça. Enfin, moi, j'ai pas eu de week-end, j'ai pas eu de jours fériés, j'ai pas eu de vacances pendant 6 ans, quoi. Et pourtant, j'ai pas eu beaucoup l'impression de travailler parce que j'adorais ce que je faisais. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 ans, tu vois, j'ai relevé la tête et j'ai regardé mes potes et je me suis dit, mais attends, en fait, ils ont une vie. En fait, elle a appris à faire du surf, lui, il s'est marié,
eux, ils ont acheté un appartement. Enfin, en fait, c'est des gens qui avaient avancé dans leur vie et qui avaient fait des choses. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, il n'y avait rien eu d'autre que ma boîte. Et donc, quand j'entendais des gens me dire « Ah, mais c'est incroyable ce que tu as fait », j'avais envie de dire « Bah ouais, mais en fait, j'ai fait que ça, quoi. » Et c'était incroyable, mais je pense que le conseil que je me donnerais, c'est quand même de préserver aussi des moments pour moi et de réussir à faire autre chose que juste monter une boîte. Couper ou avoir des projets personnels en parallèle. Exactement. Je pense que c'est assez très dur. Il y en a pas mal qui se réveillent 50 ans, 60 ans et qui justement réalisent ça. Aussi, mais voilà, mais je pense que c'est un conseil de sagesse, comme on dit, qu'on peut donner aux gens qui sont nés dans le guidon. Non, carrément. Et je pense en plus, donc déjà l'entrepreneuriat, c'est un truc qui te prend toute ton énergie. Et le secteur crypto, c'est pareil. Enfin, je trouve que tu as une capacité à rentrer all-in dedans et à t'absorber. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est un sujet dont tu peux difficilement parler avec des gens qui sont non initiés. Parce que les gens ne comprennent pas, ils prennent un peu pour un fou. Et donc, les conversations deviennent vite assez pénibles. Tu n'as pas envie d'infliger ça aux gens. Parfois, il y a des gens qui me posent la question mais comment tu irais convaincre les gens sur la crypto? Je dis, en fait, je ne vais pas les convaincre. Enfin, je veux dire, on n'est pas une secte, quoi. Tu vois, je ne vais pas prêcher dans ma famille pour que les gens achètent de la crypto. Mais du coup, c'est vrai que quand tu veux parler crypto, tu ne peux en parler que dans un espèce de cercle fermé. Et donc, tu te retrouves à en fait, aller déjeuner avec des gens dans la crypto, partir en vacances avec des gens dans la crypto. Et donc, tu te refermes quand même vite sur toi. Et je trouve que c'est sain aussi d'aller voir un peu en dehors et de regarder d'autres sujets. Carrément, et c'est là où le fait que le monde financier, bancaire, on va dire traditionnel, ou en tout cas la sphère financière commence à se connecter avec le monde crypto, je ne sais pas si ça apporte une sagesse, ça apporte des inconvénients comme la réglementation, mais ça permet d'équilibrer. Ouais, je pense que ça professionnalise aussi. Et puis, je trouve que ça permet aussi de rentrer dans une perspective plus long terme. Parce que c'est vrai que dans la crypto, parfois, surtout quand on arrive dedans, quand on est jeune, on se dit, mais en fait, dans 2 ans, tout aura changé et tout. Et en fait, moi, je me rends compte que ça fait 10 ans, il y a plein de trucs qui ont changé, mais il y a encore plein de trucs à faire, quoi. Et je pense que dans 30 ans, on ne sera même pas dans un monde où tout l'ancien monde aura disparu et tout le monde fera que de la crypto, etc. Donc, le fait qu'il y ait cette hybridation avec le monde traditionnel, je pense que ça apporte aussi une perspective plus long terme qui est assez intéressante, quoi, parce que ça ancre plus dans le réel. Carrément. Et puis, il y a le côté aussi... OK, on est là pour rester maintenant, à partir du moment où tout le monde institutionnel commence à l'intégrer dans ses services. Et donc, une spécificité de la chaîne, c'est que je vais te laisser conclure la vidéo. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et Claire, je te laisse conclure la vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette discussion avec Pierre. Pensez à lâcher un like sous la vidéo, commentez si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne. Merci encore à Waltio, sans qui j'aurais jamais réussi à déclarer mes impôts en crypto cette année. Et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!